Il est trop tôt pour le whisky. Je ne prends jamais avant 5 heures du soir en principe. Je suis un peu plus sobre qu'avant. Pas beaucoup plus, mais un tout petit peu plus. Ça aurait été plus important pour moi si je l'avais eu il y a 10 ou 15 ans. Mais là, aujourd'hui, je suis tellement âgé et tellement vieux que franchement, tout ça n'a plus aucune importance. Et par contre, la seule chose, c'est qu'effectivement, ça me permet de réaliser une œuvre que je n'aurais pas pu réaliser si je n'avais pas eu cette possibilité d'avoir de l'argent, ce lieu. Mais d'autres projets que je fais sont plus importants pour moi. Le projet, par exemple, tasmanien est plus important pour moi. Là, c'est effectivement, puisque l'œuvre s'appelle Chance, c'est une chance de pouvoir réaliser une œuvre aussi importante et aussi grande et aussi coûteuse. Tu sais, on répète toujours à peu près les mêmes choses, mais forcément, avec l'âge, on les répète de manière différente. Et on voit le sujet de manière différente. Là, par exemple, c'est une pièce qui est très optimiste, contrairement à l'œuvre que j'ai faite l'année dernière à Paris, et sans doute une œuvre que j'avais faite il y a 10 ans. Elle est beaucoup plus optimiste. Et elle est il y a beaucoup de bébés, par exemple. Il y a à peu près 600 bébés polonais dans cette œuvre. Parce que j'en ai à peu près 3 ou 4 000 sous la main, des bébés d'un jour. Les Polonais produisent beaucoup de bébés. Dans le grand quotidien de Varsovie, la Gazeta, tous les week-ends, ils mettent les photographies de tous les bébés nés pendant la semaine. En fait, je pense que c'est un moyen pour eux de vendre plus de journaux parce que chaque parent doit acheter 5 ou 6 copies du journal. Et comme il y en a 500 par semaine, ça augmente le tirage. Mais en dehors de ça, donc c'est des bébés d'un jour. Ce qui m'intéressait, c'est que c'était des bébés tellement petits, tellement jeunes, que c'est comme une page blanche. Leur vie est à écrire. Et donc on ne sait pas ce qui va leur arriver. Je m'étais abonné pour ça, pour cette raison des bébés, à la Gazeta il y a une dizaine d'années. Et donc j'avais ces bébés sous la main. Par exemple, il y a une œuvre qu'on peut d'ailleurs gagner, parce que une des œuvres est à gagner, c'est comme un jeu au casino. Et une de ces œuvres est un mélange de bébés polonais et de Suisses morts. Et donc les bébés polonais et les Suisses morts sont coupés en 3, le visage est coupé en 3 morceaux. Donc ce mélange crée des mélanges assez comiques. Et si on arrive à avoir les 3 morceaux identiques du Suisse ou du bébé polonais, on gagne l'œuvre. Et il y a une chance sur 14 500 de gagner l'œuvre. Donc elle semble être gagnée le premier jour ou le dernier jour, mais elle est pratiquement certaine d'être gagnée puisqu'on attend plus de 100 000 visiteurs. Toute ma vie, j'ai eu beaucoup de chance, mais ça n'a pas de lien avec ça. Le sujet était parti du fait que bon, je me suis toujours beaucoup intéressé au hasard. Et par exemple, il y a cette œuvre, La Maison manquante à Berlin, qui a été faite il y a je sais pas, une 15 ou 20 ans. Et là, je me suis dit que non seulement, comme la pièce Personne au Grand Palais, la mort est liée au hasard, enfin cette pince ramassait les vêtements au hasard, que notre naissance est liée au hasard. Et que si nos parents avaient fait l'amour une demi-seconde plus tôt, nous serions différents. Et donc nous sommes liés qu'à ce fait qu'ils se sont jetés l'un sur l'autre à cette seconde précise, et que notre naissance a empêché d'autres bébés de naître, forcément. Et donc nous sommes totalement uniques parce que cette combinaison qui s'est créée à ce moment-là est unique. Donc nous sommes totalement uniques. Et pour ça, j'ai essayé de commencer à travailler sur l'idée des bébés, et des bébés apparemment semblables et tous différents. Et puis, ce qui m'a également intéressé, c'est que je crois, et c'est là où c'est très optimiste, c'est que nous ne sommes pas remplaçables, puisque nous sommes uniques, mais nous serons heureusement remplacés. Remplacés et oubliés et remplacés. Et que ce qui fait la vie, ce n'est pas nous en tant qu'individus, c'est la continuation des choses. Et il y aura dans quelques années un autre journaliste et un autre artiste qui vont être ici, qui vont raconter des choses. Et ce qui compte, c'est quelque chose des humains qui naissent
et qui est ces humains tâchent d'essayer de comprendre des choses et tâchent d'améliorer des choses, et que c'est un grand flux, c'est-à-dire que ce n'est pas chaque individu. Mais effectivement, chaque individu est aussi important puisqu'il n'est pas, il est unique, donc et qui ne sera jamais, et qui n'est pas remplaçable. Chacune de mes œuvres est une question. Et ça, c'est d'autres questions. C'est vrai que j'ai souhaité faire une œuvre plus joyeuse, d'une part parce que je suis plus joyeux sans doute qu'avant, mais aussi parce que on est à Venise, dans les giardini, qu'il y a le soleil, qu'il y a les petits oiseaux qui chantent. Et donc là, par exemple, il y a beaucoup de lumière. Il y a une lumière, le soleil est très important. J'ai fait une grande structure d'échafaudage et qui joue vraiment avec le soleil, mais il y a vraiment beaucoup de lumière. La porte est ouverte sur le jardin. L'emplacement des giardini n'est pas un endroit pour être dans le noir et pour être tragique. Et il y a un côté à Venise qui est un côté un peu grand carnaval comme ça. Et donc là, c'est un peu, voilà, c'est un endroit en même temps de réflexion, mais mis sous une forme qui est une forme plus, disons, ludique. Vraiment là, c'est simplement parce que j'avais des bébés polonais sous la main. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment des bébés. C'est vraiment et là, ce qui était touchant, c'est que généralement, je trouve des photographies de bébés, pardon, qui ont un peu plus vieux, qui ont 3 mois ou un truc comme ça. Et là, vraiment, ils ont vraiment un jour, donc ils sont assez difformes. Ils ont un côté cadavre ayant séjourné dans l'eau, parce qu'ils sont très gonflés dans l'ensemble. Et il y a aussi, dans les 2 petites salles de côté, j'ai trouvé un site où ils mettent en direct le nombre de gens qui naissent et le nombre de gens qui meurent. Et donc, il y a des grands compteurs, des grands chiffres, si tu veux, et qui donnent constamment les gens qui meurent et constamment les gens qui naissent. Et tu as à peu près, je ne sais pas, 5 personnes qui meurent par seconde, donc ça défile assez vite, et tu en as 7 qui naissent. Et en fait, ce qui est très optimiste, c'est que tu as à peu près 200 000 personnes qui naissent de plus chaque jour que de gens qui meurent. Donc voilà, on est vite remplacé. Je m'intéresse beaucoup à Internet et d'une part, il y a cette pièce avec la Tasmanie, donc là, je suis filmé jour et nuit et envoyé à l'autre bout du monde par Internet en direct. Et donc tous les DVD sont conservés jusqu'à la fin de ma vie, donc j'espère que ça fera des milliers de DVD. D'ailleurs, cet homme qui est mon bienfaiteur tasmanien, j'ai fait un long entretien avec lui dans le journal que nous faisons, parce que c'est un homme qui a gagné une fortune immense par le jeu et qui prétend avoir vaincu le hasard. Et c'est vrai qu'il ne perd pratiquement jamais. Et donc, ça m'intéressait forcément de parler avec quelqu'un qui se pense plus fort que le hasard. Parce que ce qui est amusant, si tu veux, dans l'idée du hasard, c'est que bon, la vraie question, c'est entre le hasard et la destinée. C'est-à-dire que si tu es croyant, tu penses qu'il y a une destinée et que tu vas te faire écraser en sortant et que le monde, Dieu l'aura voulu. Si tu n'es pas croyant, tu te feras écraser en sortant parce que tu as mal regardé en traversant et que tu auras bavardé. Bon. Mais malgré tout, en sortant d'ici, tu as le libre arbitre de tourner à gauche ou à droite. Donc tu peux choisir ton hasard. Tu peux intervenir sur le hasard. Et donc, tu prends cette décision qui va t'amener à te faire écraser, mais tu la prends tout de même, toi-même. Et forcément, comme tu ne peux pas savoir toutes les conditions, tu ne peux pas savoir qu'il y a en ce moment quelqu'un qui a pris sa voiture et qui a été chercher des courses à Malakoff et qui va juste arriver là quand tu sortiras. Mais il y a la possibilité d'agir sur le hasard. Et cet homme, par exemple, maintenant il a gagné sa fortune au casino, mais maintenant il gagne sa vie avec les courses de chevaux. Et là, tu peux très bien intervenir sur le hasard, parce que tu peux très bien étudier le caractère des chevaux. Donc, tu peux, malgré tout, un tout petit peu bouger le hasard, ou essayer de bouger le hasard. Je ne contrôle pas tout. Si l'avion qui m'amène à Venise tombe, je n'aurais pas contrôlé.
tu sais, c'est justement avec cet homme de Tasmanie, j'ai vendu cette œuvre en viager, tu sais. Et donc, là encore, lui m'assure que je vais mourir avant 8 ans. C'est-à-dire que je reçois chaque mois une petite somme d'argent, et qu'il a décidé, dans 8 ans, il aura remboursé la somme que je lui ai demandée au départ. Donc si je meurs dans 5 ans, il gagne. Si je meurs dans 10 ans, il perd. Et comme il m'a dit qu'il n'avait jamais perdu dans sa vie, qu'il était sûr que je meurs avant 8 ans. Maintenant, ça fait 7 ans. Là encore, il a peut-être raison. Je peux essayer, moi, de durer plus longtemps. Donc, effectivement, si je bois une bouteille de whisky par jour, je lui donne, c'est pas sûr, mais quelques arguments du fait que je vais mourir avant 7 ans. Mais en même temps, je peux, tu vois, voilà, j'ai été nommé à la Biennale de Venise, l'avion tombe. Alors là, est-ce que tu vois, ce serait le hasard. L'artiste allemand est mort, je ne sais pas, un mois après avoir été nommé. Et je lui avais demandé d'échanger mon pavillon, parce que je voulais exposer au pavillon allemand, vu mon amitié pour l'Allemagne et le fait que j'ai tellement travaillé en Allemagne. Mais il n'a pas voulu. Eh bien, ça lui a mal. Il est mort juste après. C'est comme ça. Donc, il y a aussi, mais ça je l'ai mis un peu dans le jardin, un peu loin, un peu caché, et ça c'est un peu plus triste, il y a des chaises comme ça, et ces chaises parlent, et ces chaises vous demandent, dans une chaise par langue, est-ce que c'est la dernière fois? Parce que c'est vrai que là aussi, le hasard joue. Est-ce que c'est la dernière fois que tu viens dans cet atelier? Est-ce que c'est la dernière fois que je viens à Venise? Et on se demande toujours plus ou moins ça. Voilà. Mais ça, j'ai pas voulu le mettre dans le pavillon, j'ai voulu le mettre comme si c'était des chaises à abandonnées dans le jardin, des jardiniers. Moi, j'ai eu une vie extrêmement heureuse. J'ai jamais travaillé de ma vie. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. J'ai toujours... tout a été facile pour moi. Donc je ne peux pas dire que j'ai une douleur. Être humain est une douleur. Être humain est forcément, puisque contrairement aux animaux, nous avons le désir d'essayer de comprendre, et de comprendre pourquoi nous allons mourir, et pourquoi le monde tourne comme il tourne, et pourquoi le mal est dans le monde. Être humain est forcément d'avoir une douleur. Surtout que je ne crois pas avoir une réponse. Comme je n'ai aucune réponse à toutes ces questions, le monde est une douleur, mais tu sais, je crois que la chose qui est importante, c'est que, et qui nous fait vivre d'ailleurs, c'est qu'il y a ces questions sans réponse, mais chacun de nous essaye de chercher la clé à ces serrures qui ne s'ouvrent pas. Et que ce soit un Indien d'Amazonie ou moi à Malakoff, on cherche à essayer de comprendre. Parce que tu sais, c'est comme l'histoire de Dickens. Si tu as 100 € et que tu en dépenses 99, tu es un homme très heureux. Si tu as 100 € et que tu en dépenses 105, tu es un homme très malheureux. Comme je n'ai pas un loft à New York ni une maison dans le Midi, j'ai suffisamment d'argent. J'ai ma retraite de professeur, j'ai mon petit bout de jardin et j'ai mon viager. Et avec ça, je peux vivre. Ça n'a jamais été vraiment mon but. J'en ai vendu, mais ça n'a jamais été mon but. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que je pense qu'il est très facile de gagner de l'argent et très difficile d'être un bon artiste. Et comme j'étais ambitieux, je souhaitais plutôt être un bon artiste que de gagner de l'argent. Et je crois que le grand malheur aujourd'hui, réellement, et ça c'est une chose qui détruit l'art, c'est l'importance qu'on met à l'argent dans l'art. Je ne suis pas contre l'argent, j'ai gagné de l'argent dans ma vie, j'ai vendu des œuvres et j'en vends, je ne sais pas. Mais de mettre ça en priorité me semble une très grande erreur et est extrêmement destructeur, et spécialement pour les jeunes artistes. C'est-à-dire qu'il faut vendre. Moi, j'ai rien vendu avant, je ne sais pas, ou pratiquement rien avant 45 ans. Je ne m'en suis pas plus mal porté pour ça, j'étais prof, puis voilà. Et aujourd'hui, il y a cette sorte d'idée que la valeur d'un artiste, c'est sa valeur commerciale. Et ça, je pense que c'est une vraie catastrophe. Je disais à un ami polonais justement que c'était presque encore plus facile d'être un artiste en Pologne au moment du communisme où ils se voyaient dans des appartements cachés avec 10 personnes.
Mais au moins, il n'y avait jamais l'idée, ils savaient qu'on ne pouvait pas vendre, donc ils étaient totalement libres. Et qu'aujourd'hui, un jeune artiste est dans cette idée qu'il faut vendre et qu'un tel a vendu et que tel prix a fait telle chose. Et je pense qu'on est, et qu'il y a, si tu veux, et ça, ce qui est plus grave, c'est qu'il y a aujourd'hui, disons, les intellectuels ont baissé leurs pantalons, voilà. Et les artistes également. Et qu'en gros, ils sont tous vendus aux maisons de couture, ils font des carrés Hermès, ou ils font des vitrines pour LVMH, ou ils font des bottes pour Zadig et Voltaire, ou tu vois, qu'ils ont complètement rentré dans ce système de commercialisation et que, en gros, les conservateurs, eux aussi, sont liés à des gros moyens financiers. Et tout ça, je pense, est un temps extrêmement triste pour l'art et je crois à un retour de l'utopie. Et l'art a besoin des mécènes, mais n'a pas besoin forcément des marques. Des gens comme Lawrence Wiener, je ne pense pas qu'il soit tellement un jeune marché, si tu veux, qui est un peu plus vieux que moi, mais tu vois. Je pense qu'il y a encore des artistes, ou si tu prends quelqu'un par exemple comme Feldman, tu vois, il y a encore des artistes, disons. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas. Ce serait ridicule, surtout dans mon cas, de dire que je suis contre la vente, le marché, tu vois, c'est ridicule. J'ai une galerie, j'ai des pièces à vendre. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas prioritaire, voilà. C'est des choses qui sont beaucoup plus importantes et que, effectivement, à Venise, il n'y a rien à vendre. Comme au Grand Palais, il n'y a rien à vendre. Et ce qui m'intéresse justement dans une pièce comme celle de Personne ou comme celle de Venise, c'est que c'est beaucoup plus proche d'une partition musicale. C'est-à-dire que tout ce qui était au Grand Palais a été détruit. Ça a été donc à New York et à Milan, puis pour le moment c'est détruit. Mais ça peut être rejoué dans 50 ans. Il n'y a plus la valeur de l'objet, il y a la valeur de l'idée. Et de même que Venise va être détruit en novembre, mais qu'on ne sait pas si dans 30 ans, quelqu'un n'aura pas envie de le remettre en marche. Mais ce ne sera plus du tout les mêmes éléments, parce qu'on ne va pas garder ces éléments. Et ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, qu'il n'y a plus le... C'est pas seulement l'objet qui a de la valeur, c'est le savoir. C'est... tu sais, je dis toujours qu'au Japon, par exemple, les temples sont refaits tous les 10 ans, ils sont très fragiles, mais il y a des hommes qu'on appelle trésors nationaux parce qu'ils savent les refaire. Et donc il y a deux modes de transmission, ou par l'objet, ou par le savoir. Et les œuvres importantes que j'ai faites cette année, aussi bien l'île de Teshima que la Tasmanie, là finalement, il y a un objet. En Tasmanie, il n'y a pratiquement pas d'objet. Il y a six moniteurs qui montrent ma vie et puis des DVD qui s'entassent. Mais à l'île de Teshima, tu as actuellement, il y a à peu près 45 000 battements de cœur qui sont là. Bon. Mais disons, c'est quelque chose qui est plutôt l'idée de la création d'un mythe et pour le cas de Teshima, de la création d'un pèlerinage. Parce que les Japonais y vont beaucoup. Ils y vont pas parce que c'est une œuvre d'art, ils y vont parce que c'est un lieu où ils peuvent écouter le cœur de leur grand-mère. Donc ça change un peu l'image de l'œuvre. Il va trop vite. Il va trop vite parce qu'il s'agite trop. J'ai un peu, c'est un tort chez moi, le désir d'agitation. Tu vois, là, je pars mercredi pour Rome, où je fais une exposition avec une pièce nouvelle. Après ça, je repars pour Turin, où j'ai une autre exposition. Enfin, je suis un peu boulimique. Voilà. Ce qui n'est pas... La sagesse serait de ne rien faire. J'ai fait un livre qui s'appelle, il y a très longtemps de ça, il y a 40 ans de ça, qui s'appelle 6 souvenirs de jeunesse, et qui sont mes 6 premiers souvenirs. Alors, naturellement, les premiers souvenirs sont toujours faux, parce que c'est toujours les souvenirs qu'on vous a racontés. Alors, et que soi-même, on a choisi, en quelque sorte. Donc, le premier souvenir, qui est le souvenir officiel, c'est que je passe une frontière, que je suis dans une douane, et que j'attends. Bon. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je ne sais pas. Les souvenirs sont forcément quelque chose, des premiers souvenirs qu'on vous a racontés et qui ont une sorte de valeur symbolique après ça pour votre vie. Donc il n'y a pas de premier souvenir peut-être.
que je ne suis pas du tout dans l'idée du secret. Il y a des artistes à Venise qui sont dans l'idée, surtout, je pense que ça n'a aucune importance. Tu vois, enfin, je ne sais pas. Parce que il y a une telle différence entre être quelque part et de l'entendre décrire ou de voir une photo que ça n'a pas d'importance, tu vois. En tout cas, de le décrire ne donne pas. Chacun imagine ce qu'il veut, mais c'est pas comme. Par exemple, ça me pose un problème actuellement. Il y a un son très fort à Venise. Il y a un son, simplement par le déroulement, si tu veux, du tapis, de ce roulement qui se balade dans l'espace. Il entraîne un son très fort qui me plaît comme son, mais j'ai un peu peur que mes voisins se plaignent. Et puis on va mettre des casques aux gardiens. Parce que s'il reste 4 heures là, c'est un peu dur. Donc ça, par exemple, c'est un problème à résoudre. Et aussi, quand un bébé est choisi, il y a une sonnerie très très forte qui annonce qu'un bébé va être choisi, comme c'est de manière aléatoire. Et je vais un peu atténuer cette sonnerie parce qu'elle est vraiment très très forte. Et que là, elle s'entend de l'entrée des jardiniers pratiquement. Donc c'est bien de fêter le bébé qui est choisi de l'entrée des jardiniers, mais peut-être que ça peut mécontenter quelques personnes. Donc je vais essayer d'atténuer un peu la sonnerie. Enfin, tu vois où on en est, on a des petits détails de... Voilà.